Oui, bonne journée à tout le monde. J'espère que vous confinez bien et j'espère aussi que vous prenez soin de vous et de vos proches. Chers élèves, je vous retrouve une deuxième fois, mais cette fois-ci à travers une vidéo, après cet arrêt forcé qui est dû à cette pandémie du coronavirus, pour vous donner une séance de lecture ou d'étude de texte concernant le troisième module, à savoir le dernier jour d'un condamné, chapitre 23. Le passage sur lequel on va travailler se situe à la page 66, ou bien de la page 66 jusqu'à la page 71, si vous avez la même édition que moi. Le passage débute de J'ai levé les yeux en tressaillant jusqu'à J'ai reculé avec horreur. Notre cours va se dérouler de la manière suivante. On va travailler sur deux axes. Le premier portera, comme d'habitude, sur l'identification du passage, grand 1, et grand 2, sur l'étude de texte. Dans le premier axe, on va identifier notre texte, c'est-à-dire comment ce texte s'offre-t-il à son lecteur, quel est l'habillage de ce texte, comment se présente-t-il, que ce soit au niveau de la typologie textuelle ou bien les personnages de ce texte, le genre aussi littéraire, le contexte du texte, la visée du texte, et je terminerai par la situation du passage. Dans le deuxième axe, à savoir l'étude de texte ou l'analyse du texte, portera également sur cinq axes ou hypothèses de lecture. Alors, j'ai jugé utile de travailler sur les axes suivants. Premier axe de cette étude de texte, le portrait du frioche, petit 1. Petit 2, le parcours criminel du frioche. Petit 3, une société injuste et criminelle. Petit 4, les registres de langue. Petit 5, les niveaux de langue. Ces deux derniers axes, à savoir, ou bien hypothèse de lecture, à savoir les niveaux de langue et le registre de langue, vont être travaillés ou bien étudiés en décloisonnement avec la leçon de langue ou bien les leçons de langue que nous avons au programme. Alors, si on pose la question suivante, quel est le type de ce texte? Bien sûr, ce texte est un texte descriptif, parce qu'il y a donc des éléments descriptifs, et narratif aussi. Donc, il y a des éléments narratifs. Donc, c'est un récit. Donc, tout récit combine, rassemble, additionne narration et description. Donc, on a un récit qui parle ici dans ce texte, c'est le narrateur condamné, c'est-à-dire en employant le pronom je. Donc, c'est un récit à la première personne. On utilise donc le je, et plus, donc, c'est-à-dire un autre récit, bien sûr, c'est celui donc du deuxième personnage, à savoir le frioche. Donc, est-ce qu'il y a un seul récit? Non, il y a deux récits. C'est ce qu'on appelle bien sûr un récit emboîté, c'est-à-dire c'est un récit enchâssé ou bien ce qu'on appelle une mise en abîme. Bien sûr, s'il y a un autre récit, c'est celui donc de la deuxième ou bien du deuxième personnage, lequel c'est bel et bien le frioche. Donc nous avons deux récits combinés, celui du narrateur condamné et du frioche. Comment appelle-t-on ce type de récit? C'est un récit emboîté ou enchâssé ou bien une mise en abîme. Il est utile de rappeler aussi que Victor Hugo va donner la parole au frioche pour parler, témoigner, raconter, narrer, bien sûr, c'est sa vie, ou bien son parcours en quelque sorte, à l'état brut, sans médiation de qui que ce soit. Son récit de vie ou son parcours criminel n'a d'autre but que d'appuyer, encore une deuxième fois, la thèse abolitionniste de Victor Hugo en ce qui concerne l'abolition de la peine de mort. Pour ce qui est donc du genre littéraire, donc c'est un roman à thèse. Qu'est-ce qu'on entend par roman à thèse? C'est un roman qui défend une idée, une cause ou une thèse qui est bel et bien l'abolition ou la suppression de la peine de mort, mais qui a l'allure d'un journal intime. Ceci nous lègue le plein droit de parler de la visée du texte et par là même de toute l'œuvre,
Alors, d'entrée de jeu, on peut dire que l'auteur, à travers le jeu narratif du condamné à mort et celle du frioche, vise à abolir la peine de mort, mais en employant cette fois-ci le récit, c'est-à-dire la narration et la description. Donc on peut déduire de cela que la narration et la description sont employées au service, ou bien sont au service de l'argumentation. Passons maintenant au contexte de l'œuvre, ou bien du texte plutôt. Donc, dans quel lieu se trouve le narrateur, ou bien le narrateur se trouve-t-il? Est-il toujours à Bicêtre? Euh, la réponse est la suivante, c'est-à-dire qu'il n'est plus à Bicêtre, il est à la conciergerie. Il a été transféré de Bicêtre à la conciergerie. Si on vous pose la question, ou bien on vous demande de relever un indice qui le montre, on doit revenir au texte et relever la phrase suivante. C'était l'autre condamné, le condamné du jour, celui qu'on attendait à Bicêtre, mon héritier. Ce changement de lieu du narrateur nous donne la possibilité de poser la question suivante. Pourquoi le narrateur a-t-il changé de lieu? Pourquoi il n'est plus à Bicêtre? Bien sûr, ce changement de lieu est dû au refus ou bien au rejet de son pourvoi en cassation, c'est-à-dire la sentence du juge. Le pourvoi en cassation, c'est la sentence du juge. C'est ce verdict qui a confirmé la première sentence, à savoir la peine de mort. Pour ce qui est de la situation de passage, on doit relever trois événements principaux. Le premier, c'est celui donc du rejet du pourvoi en cassation du condamné et maintien de la peine de mort. Le deuxième événement, c'est celui de transfert du condamné de Bicêtre à la conciergerie. Et le troisième, c'est la rencontre du frioche et le récit de son parcours criminel, c'est-à-dire le parcours criminel du frioche. On va passer au deuxième axe, qui est l'axe de l'étude de texte. Alors, on va travailler sur 5 hypothèses de lecture, comme je viens de le soulever au début. Cette rencontre inopinée, inattendue avec le frioche est justifiée par la réaction du narrateur, condamné bien sûr, qui a tressailli à la vue du deuxième condamné parce qu'il était absorbé par ses réflexions ou ses rêveries, à tel point qu'il a tressailli, c'est-à-dire qu'il a sursauté, comme le texte l'indique. Je lis le texte. J'ai levé les yeux en tressaillant, je n'étais plus seul dans la cellule, un homme s'y trouvait, avec moi, un homme d'environ 55 ans, de moyenne taille, ridé, voûté, grisonnant, un membre trapu, avec un regard louche, dans des yeux gris, un rire amer sur le visage, sale, en guenilles demi-nu, repoussant à voir. Alors, notre premier axe, c'est celui donc du portrait du frioche. Comme vous pouvez le voir sur le tableau, on a 2 colonnes, un portrait physique et un portrait moral. On a l'âge du frioche, c'est 55 ans, de taille moyenne, des yeux gris, un regard louche, c'est-à-dire un problème de vision, un problème donc d'accommodation, vêtements sales, en guenilles, demi-nu, silhouette voûtée, c'est-à-dire il est courbé, c'est le poids de l'âge, cheveux grisonnants, des membres trapus, c'est-à-dire petits, et nous avons dans notre colonne un portrait moral avec un rire amer et repoussant à voir. Alors nous avons le plein droit de poser la question sur la nature donc de ce portrait. Est-ce que c'est un portrait valorisant ou bien dévalorisant? Bien sûr, comme les traits de caractère l'indiquent, c'est un portrait dévalorisant et défavorable. Ce portrait, soi-disant dévalorisant, est un résultat et une conséquence directe d'une vie difficile qui a été mouvementée par des événements malheureux, que ce soit une enfance difficile ou bien sûr à son âge adulte. On abordera le deuxième axe que j'ai intitulé le parcours criminel du frioche. Déjà ce titre ou bien cette appellation anticipe sur ce que va être le frioche. Comme vous pouvez donc le constater à travers le texte, il influence négativement sur sa destinée. Alors j'ai effectué un relevé concernant les étapes de sa vie, ou les étapes qui ponctuent sa vie
autrefois. On a, comme vous pouvez donc le constater ou bien le voir, dans ce deuxième axe que j'ai intitulé le parcours criminel du Frioche, vous pouvez donc le voir. J'ai divisé le tableau en deux colonnes. On a une partie concernant l'âge du condamné et une deuxième partie que j'ai intitulée la saga d'un criminel. Qu'est-ce que c'est que la saga? C'est comme c'est quelqu'un qui a fait une épopée ou bien un homme légendaire, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui c'est comme une épopée. À 6 ans. À 6 ans, fils d'un bon pègre. Donc le bon pègre, un pègre, c'est un condamné. C'est-à-dire qu'il était à l'âge de 6 ans, c'est déjà, donc c'est le fils d'un père condamné. Et bien sûr, il était orphelin, c'est-à-dire c'est à l'âge de 6 ans. En avant, il commence à se servir de ses louches, c'est-à-dire à vider les poches, à voler. Oui, à l'âge de 10 ans, donc il était un marlou, c'est-à-dire un filou, c'est quelqu'un qui commence à devenir un petit voleur, soi-disant. À l'âge de 17 ans, il était un gringe, c'est-à-dire il est devenu presque un voleur, mais ce n'est pas un voleur professionnel. Bien sûr, il avait l'âge, il a été arrêté, il avait l'âge, bien sûr, d'aller en prison. Donc, bien sûr, après 15 ans de galère, comme il le disait dans le texte, il a été emprisonné pendant 15 ans. Pendant ces 15 ans, bien sûr, on peut lire dans le texte, j'avais l'âge, on m'a envoyé ramer dans la petite marine. La petite marine, c'est la prison, ou bien le bagne. Le bagne, c'est dur, coucher sur une planche, boire de l'eau claire, manger du pain noir, traîner un imbécile de boulet qui ne sert à rien, des coups de bâton et des coups de soleil. Avec cela, on est tendu, et moi qui avais de beaux cheveux châtains, n'importe, j'ai fait mon temps. 15 ans, cela s'arrache. À l'âge de 55 ans, le Frioche a commencé à tuer pour vivre. Il a dit donc, je me mis à tuer pour vivre. On faisait la grande soulasse sur le trimar, on prenait l'argent, on enterrait l'homme sous un arbre, et il y a à la fin arrestation et condamnation à mort. Alors, on peut déduire de cette vie qui a été jalonnée d'événements douloureux et de lourdes peines ou incarcérations, que c'est une conséquence logique et inévitable, bien sûr, d'être condamné à mort. Après avoir pris connaissance de son parcours ou bien du parcours du Frioche, qui ne peut être que criminel, on va passer au troisième axe intitulé Une société injuste et criminelle. D'après ce titre, on peut déjà savoir la position abolitionniste de Victor Hugo en ce qui concerne cette lourde peine. J'ai essayé également de faire une petite analyse sous forme d'un bilan qui a une portée satirique et qui justifie le comportement du Frioche et son devenir. Une analyse qui relie les conséquences aux causes ou bien aux actes. Dans ce passage, Victor Hugo a donné la parole à un condamné à mort afin de plaider, c'est-à-dire de défendre sa cause auprès des juges et les partisans de la peine de mort. L'exemple du Frioche, dépeint comme une victime de la société, vient appuyer la position du condamné dans le dessein, c'est-à-dire dans le but de dénoncer ou bien de critiquer l'injustice de cette société qui adosse, qui assume toute la responsabilité concernant le devenir du Frioche. Certes, l'ex-prisonnier a purgé sa peine et a offert ses bons bras au travail, mais la société ne lui a pas donné de boulot pour survivre et devenir un honnête homme en l'intégrant dans le tissu social. Alors, au lieu de punir pour corriger, la société a frappé très fort, car le condamné est vu et restera toujours un criminel qui doit être considéré comme un exemple pour les autres. C'est pour cette raison que le Frioche se trouve acculé à voler et à tuer pour survivre. Donc, c'est la société qui est la criminelle et c'est elle qui doit être jugée et incriminée et non le condamné. D'après ce petit bilan, on peut constater que Victor Hugo a donné la parole au Frioche pour témoigner en faveur de l'abolition de la peine de mort. Alors le Frioche est présenté dans ce petit bilan comme une victime de la société puisqu'il n'a pas bénéficié d'une scolarisation ou d'une bonne éducation ou bien encadrement. Pire encore, la société ne l'a pas aidé ou bien pardonné lorsqu'il a pensé à devenir un honnête homme ou bien lorsqu'il a affiché une bonne volonté pour travailler.
après avoir purgé, bien sûr, après avoir terminé, bien sûr, sa peine ou bien sa punition. Personne n'a voulu lui donner d'ouvrage ou bien de travail afin de l'insérer dans la société et assurer sa survie. Ce n'est pas même la vie. Donc, cette portée satirique confirme le rôle de la société et l'incrimine, ou bien incrimine les responsables euh, qui n'ont pas participé à la réintégration ou bien la réinsertion du condamné, car il y a toujours ce regard de méfiance et ce rejet de la part de la société. Dans ce texte, il faut constater qu'il y a des mots qui sont utilisés et qu'on ne peut pas comprendre, qui sont utilisés par l'auteur à travers le frioche. Et c'est un langage utilisé qui puise de la langue argotique, ce qu'on appelle aussi donc la langue vernaculaire. Qu'est-ce que c'est qu'une langue vernaculaire? C'est une langue parlée seulement à l'intérieur d'une communauté ou d'un groupe social. C'est-à-dire, c'est une langue codée. Alors, l'emploi de ce niveau de langue, des exclus, des bannières, des malfrats, n'est pas arbitraire de la part de Victor Hugo, en donnant la parole aux frioches, mais ce choix est justifié par la visée du texte tout d'abord et l'objectif de l'auteur qui veut, à travers le frioche, qui veut salir la langue de la bonne société qui l'a condamné, c'est-à-dire soit les juges, soit les partisans de la peine de mort. Donc, j'ai jugé utile donc, de voir les niveaux de langue utilisés dans ce texte, bien sûr. C'est notre quatrième axe. Le narrateur condamné n'a pas compris la langue utilisée par le frioche parce qu'il a employé un langage familier, c'est-à-dire une langue codée qui s'emploie surtout à l'oral et dans un contexte familier avec des personnes moins scolarisées ou très proches. Donc, à travers le texte, on peut relever par exemple frioche, le mot frioche que le narrateur condamné n'a pas bien compris, le mot grinche, le mot marlou, louche, bagne, charlot. Charlot, c'est le faucheur, c'est-à-dire le bourreau. Et la fouilleuse, c'est-à-dire la poche. La boutanche, la boutique. Et la tournante, c'est la clé. La tranche, c'est la tête. Et la sorbonne, c'est aussi donc la tête. Coire, c'est le chef d'une bande ou bien criminel. Les fanandels, ce sont les camarades ou bien les amis. Les marchands de lacets, ce sont donc les gendarmes. Les soulards, ceux qui s'adonnent bien sûr à l'alcool et ainsi de suite. Frimer, c'est travailler, bosser. Le faucheur, c'est-à-dire c'est la peine de mort, c'est le bourreau. La pelure, c'est un manteau. Et épouser la veuve, c'est la condamnation à mort. Oui, c'est bien. Donc, vu la visée de ce texte et par là même de toute l'œuvre et sa portée satirique qui incrimine la société en ce qui concerne le devenir du frioche, on ne peut passer inaperçu cette idée sans évoquer les deux registres de langue qui sont liés au frioche et à son comportement ou bien son parcours criminel. Oui, alors en parcourant le texte, un lecteur avisé peut très vite remarquer la façon, la manière, voire le ton avec lequel le frioche s'exprime, qui n'a d'autre but que la dénonciation ou la critique, ainsi que l'ironie mordante de Victor Hugo pour faire une satire et une critique acerbe de la société, en variant bien sûr les procédés qui vont de l'antiphrase jusqu'à l'exagération, ce qu'on appelle tonalité ou bien le ton. Le texte regorge, comme vous pouvez donc le voir ou bien le constater, de figures de style antiphrastique et ironique. On peut citer comme exemple l'antiphrase. Alors, si on veut définir la tonalité d'un texte, on peut dire que la tonalité d'un texte est une façon particulière de raconter un événement en employant différents procédés d'écriture et en mettant en valeur certains thèmes. Il est possible de provoquer chez le lecteur ou le spectateur diverses émotions, le rire, l'angoisse, la tristesse, ainsi de suite. La tonalité d'un texte ne dépend pas forcément de son genre, c'est-à-dire les romans ou bien d'un autre genre, par exemple. Elle peut être comique, pathétique, satirique, ironique, lyrique et ainsi de suite. Donc si on veut illustrer, c'est-à-dire ce qu'on vient de dire,
on peut c'est-à-dire se référer à ce petit tableau que je viens donc d'afficher devant vous. J'ai tiré donc des exemples. Par exemple, si on vient au texte, la belle recommandation, un galérien. C'est-à-dire, est-ce que c'est une belle recommandation? Au contraire, c'est une mauvaise. Un galérien, c'est un prisonnier. Bien sûr, c'est le procédé de l'antiphrase ici. Pour cela, je n'ai que 3 murs à percer. C'est-à-dire que ici, le procédé utilisé, c'est la négation restrictive, c'est-à-dire ne que. C'est-à-dire, est-ce que il n'a à percer seulement ces 3 murs? Est-ce que c'est facile de percer 3 murs? Donc, c'est pas facile. C'est un travail titanesque et, bien sûr, qui demande assez donc de force et de peine. C'est dommage que Charlot ait pris la peine un jour de lui attacher sa cravate. C'est-à-dire le fait d'attacher sa cravate, c'est le fait de soigner son look. Est-ce que c'est le père du frios, c'est-à-dire est-ce que le bourreau, bien sûr, soigne le look d'une personne? Au contraire, il essaie donc de le pendre ou bien c'est-à-dire de lui trancher la tête. On revient bien sûr, comme je viens de le dire au début, à la portée satirique, bien sûr, donc de ce texte, dans la mesure où il essaye de dénoncer, de critiquer, bien sûr, la société et les responsables ou bien les juges. Donc l'auteur dénonce et condamne l'injustice de cette société qui adosse toute la responsabilité et bien sûr en essayant donc de ne pas intégrer facilement ou bien insérer le frioche lorsqu'il a demandé du travail. Donc, on ne l'a pas aidé, on ne l'a pas toléré, on ne l'a pas accepté. Au contraire, il a été rejeté par la société. Comme exemple, bien sûr, et les exemples ne manquent plus, j'empoignais un pain et le boulanger m'empoigna. Je ne mangeais pas le pain et j'eus les galères à perpétuité. Est-ce que vous pensez par exemple que le fait de voler un pain mérite bien sûr cette condamnation qui est très sévère bien sûr? Est-ce que la punition est proportionnelle, bien sûr, à l'acte commis, qui est bien sûr là, les galères à perpétuité, c'est-à-dire la détention à vie. On passe au deuxième exemple. Je montrais mes bras bons au travail, c'est-à-dire que le condamné a affiché, ou bien il avait donc une bonne volonté de devenir un honnête homme et bien sûr de trouver un travail et bien sûr d'être toléré par la société, mais il a été déçu lorsqu'on a fermé les portes devant lui et on a essayé même, c'est-à-dire il y a à tel point, c'est-à-dire que les petits-enfants essaient donc de le fuir. Cela montre bien sûr le rejet, le refus, l'exclusion bien sûr du condamné. On ferma les portes, j'offris ma journée pour 15 sous, pour 10 sous, pour 5 sous. Point. Que faire? Cette question, bien sûr, on peut dire que c'est une question qui est posée ou bien qui doit être posée aux responsables, à la société, à travers la société, il y a les responsables, aux partisans donc de la peine de mort.